La tyrannie secrète du bonheur. Pourquoi le chercher te rend malheureux? Salut, explorateur de l'esprit. Bienvenue pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Nous allons descendre ensemble à travers 5 niveaux de connaissances pour démêler un mystère qui nous touche tous. On va parler du bonheur, mais pas de la manière que tu imagines. On ne va pas parler de 5 astuces pour sourire plus. Nous allons parler de son côté obscur, de son pouvoir à nous contrôler, de la tyrannie secrète qu'il exerce sur nos vies. Pourquoi aller si loin? Parce que dans un monde obsédé par le bonheur, comprendre comment cette quête fonctionne réellement est l'outil le plus puissant pour ne pas en devenir les esclaves. C'est une question de liberté. Je te promets quelque chose. À la fin de cette vidéo, ta façon de voir le bonheur et peut-être ta façon de le chercher aura changé pour toujours. Commençons notre descente. Niveau 1. La surface du connu. Nous avons tous entendu dire que le bonheur est un choix, qu'il dépend de notre attitude de voir le verre à moitié plein. C'est l'idée la plus populaire et la plus répandue qui existe. En gros, cela nous dit que notre esprit a le contrôle et que, avec la bonne approche, nous pouvons fabriquer notre propre joie, quelles que soient les circonstances. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Il est aussi très courant d'entendre parler de la chimie du bonheur. On nous parle de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, ces molécules que notre cerveau libère et qui nous font nous sentir bien. Et cela nous pousse à nous comporter de certaines manières. On cherche le shoot de dopamine avec un j'aime sur les réseaux sociaux ou la sérotonine dans un plat de notre nourriture préférée. On court après les sensations. Pense au plaisir que tu ressens en achetant quelque chose de nouveau, ce petit moment d'euphorie. C'est un exemple parfait de comment nous recherchons activement cette réaction chimique dans notre quotidien, presque sans nous en rendre compte. Et un troisième fait fondamental que nous connaissons tous est l'importance de la gratitude. L'idée de se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous rend plus heureux. C'est devenu presque un mantra universel. Cette vision du bonheur n'est pas nouvelle. Elle a des racines dans des philosophies antiques, mais son explosion moderne vient en grande partie du XXe siècle. Après de grands conflits mondiaux, un besoin collectif est apparu de se concentrer sur le bien-être personnel et la croissance intérieure. Imagine une société sortant de temps sombres, cherchant la lumière. La psychologie a commencé à changer son approche. Au lieu de seulement étudier la maladie mentale, elle s'est demandé « qu'est-ce qui permet aux gens de s'épanouir ?» Et de cette question est née toute une industrie du bien-être. Tout ce que nous avons mentionné est la pointe de l'iceberg. C'est ce que nous voyons tous, ce qu'on nous raconte dans les livres de développement personnel et les conférences de motivation. C'est le visage souriant et aimable du bonheur. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le propulse par en dessous? Il est temps de plonger. Niveau 2, les mécanismes cachés. Voici la première grande révélation. Notre cerveau est conçu avec quelque chose appelé adaptation hédonique. C'est un terme qui signifie simplement que nous nous habituons à tout. Pensez bien, cette nouvelle voiture, cette promotion, cette relation que tu désirais tant, t'ont rendu très heureux au début, mais avec le temps, cette euphorie s'est estompée et ton niveau de bonheur est revenu à son point de départ. C'est un mécanisme de survie, mais c'est un piège pour le bonheur durable. Maintenant, le bon côté de tout cela. Savoir que tu t'habitueras à tout est un super outil. Cela te permet d'identifier des opportunités de bonheur dans les petites choses et dans la variété, et non dans les grands objectifs uniques. Le bonheur n'est pas dans l'arrivée, il est dans l'appréciation des petits changements du chemin. Par exemple, au lieu d'attendre les vacances d'été pour être heureux, tu peux utiliser cette connaissance pour introduire de petites nouveautés dans ta semaine, essayer un itinéraire différent pour aller au travail, écouter un nouveau genre de musique, appeler un vieil ami. Ces petites variations combattent l'adaptation. Et maintenant, le côté risque. Comprendre l'adaptation hédonique te protège du piège du « quand j'aurai ça, je serai heureux ». C'est un énorme signal d'alarme. Si ton bonheur dépend d'une seule grande réussite future, tu te programmes pour la déception, car ton cerveau s'adaptera. L'exemple de risque est la personne qui s'endette pour acheter une voiture de luxe en pensant que cet achat lui apportera un bonheur permanent. Au début, ça marche, mais des mois plus tard, la voiture n'est qu'une voiture, et la dette est bien réelle. Reconnaître cela te protège de prendre de mauvaises décisions. Il y a un autre processus qui nous gouverne, une règle invisible biologique, la comparaison sociale. Nous sommes programmés pour mesurer notre succès et notre bien-être par rapport aux autres. Ce n'est pas une faille morale, c'est un vestige de notre passé tribal. Savoir où tu te situais dans la hiérarchie du groupe était crucial pour survivre. Aujourd'hui, cet instinct est toujours là, mais au lieu de comparer notre force, nous comparons nos voitures, nos maisons, nos vacances sur Instagram. Un exemple quotidien. Tu te sens super avec ton nouveau téléphone jusqu'à ce que tu vois que ton ami a le modèle suivant, le plus récent. Soudain, ta satisfaction diminue. Rien n'a changé sur ton téléphone, seul le point de comparaison a changé. C'est la règle invisible en action.
La structure interne de cette tyrannie repose sur un pilier fondamental de notre esprit, une erreur de programmation, pour ainsi dire, un biais cognitif. On l'appelle l'illusion de focalisation. C'est la tendance à croire que ce à quoi nous pensons à un moment donné est beaucoup plus important pour notre bonheur que ce qu'il est réellement. Le prix Nobel Daniel Kahneman, qui a étudié cela en profondeur, l'explique comme un défaut de fabrication de notre cerveau. Quand tu penses « je serais plus heureux si je vivais dans une plus grande maison », ton esprit exagère énormément l'impact réel que cette maison aurait sur ton bien-être quotidien. Pour y remédier, il y a une stratégie mentale très simple, la vision de la journée complète. Quand tu t'obsèdes sur quelque chose que tu crois qui te rendra heureux, arrête-toi et demande-toi, une fois que je l'aurai, comment cela changera-t-il réellement mon mardi moyen, du matin au soir? En reconnaissant ce piège, ce que tu dois faire est d'élargir la perspective. Ne pense pas seulement à l'objet de ton désir, pense à la totalité de ta vie. La majeure partie de ton temps, tu continueras à gérer le trafic, le travail, les repas, et la nouvelle maison ne sera que la toile de fond. Il y a une ancienne coutume qui a façonné notre façon de voir le bonheur aujourd'hui, l'idée du bonheur comme récompense. Dans de nombreuses cultures, le bonheur n'était pas quelque chose à poursuivre, mais le résultat d'une vie vertueuse, du devoir accompli. La morale pour aujourd'hui est puissante. Nous avons peut-être inversé la formule. Peut-être que le bonheur n'est pas la cause, mais la conséquence. La conséquence de vivre une vie avec un but, avec un sens, avec une connexion. Ce n'est pas le quoi, mais le comment. Et cela nous mène à la déduction clé de ce niveau. La leçon la plus importante que nous pouvons tirer de ces mécanismes cachés pour notre vie réelle. La règle générale est la suivante. Le bonheur direct est un objectif insaisissable. Plus tu le poursuis de front, plus il t'échappe. C'est comme essayer d'attraper un rayon de soleil avec la main. Ce que tu dois faire ou te rappeler dans ta vie, c'est de te concentrer sur les ingrédients, pas sur le plat final. Concentre-toi sur tes relations, ta santé, avoir un but, être utile aux autres. Le bonheur apparaîtra comme un effet secondaire sans que tu l'appelles. Comprendre cela est un super pouvoir. Tu cesses d'être un consommateur de bonheur pour devenir un architecte des conditions qui le permettent de s'épanouir. C'est un changement de donne total. Mais si tu croyais que c'était déjà clair, prépare-toi, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Niveau 3. Le chaos de la réalité. Nous entrons dans les débats et les complexités. Et la première grande controverse est « le bonheur est-il une responsabilité personnelle ou un privilège social ?» D'un côté, il y a ceux qui défendent que le bonheur est à 100% ton choix, ta mentalité. De l'autre côté, il y a ceux qui argumentent qu'il est très difficile de choisir d'être heureux si tu n'as pas tes besoins fondamentaux couverts, si tu vis dans un environnement d'insécurité ou de discrimination. Ce qui est en jeu est fondamental. Pour un camp, il s'agit de l'autonomie et du pouvoir de l'individu. Pour l'autre, il s'agit de la justice sociale et de la reconnaissance que l'environnement compte, et beaucoup. Et cela nous amène à remettre en question une croyance populaire très dangereuse, l'idée de la positivité toxique. Le mythe est que nous devrions toujours être positifs, que ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur est mal. C'est un mensonge. La positivité toxique est le déni des émotions humaines légitimes, et elle peut être incroyablement néfaste. Nous adorons croire à ce mythe car il offre une solution simple à des problèmes complexes. Se sentir mal est inconfortable, et l'idée que nous pouvons simplement vibrer haut et éliminer cet inconfort est très séduisante. C'est un raccourci émotionnel qui ne mène nulle part. Et ici, nous trouvons une incroyable paradoxe. Des études de l'Université de Californie à Berkeley ont révélé que valoriser beaucoup le bonheur, en faire un objectif explicite dans ta vie, est associé à des niveaux plus élevés de déception et même de dépression. C'est un dilemme sans solution facile. Comment chercher quelque chose qui s'éloigne quand tu le cherches? C'est comme si le bonheur ne pouvait venir te rendre visite que si tu n'es pas obsédé par l'idée de lui ouvrir la porte. Cela nous oblige à repenser l'objectif lui-même. Adoptons maintenant un point de vue critique qui profite de notre obsession pour le bonheur personnel. Pensez-y. L'objection éthique est la suivante. Une société d'individus concentrés uniquement sur leur propre bonheur peut devenir une société indifférente à la souffrance des autres. La quête incessante du bien-être personnel peut être, au fond, une forme sophistiquée d'égoïsme. Et il y a une autre controverse, le bonheur authentique contre le bonheur fabriqué. La joie qui provient d'une connexion humaine profonde est-elle aussi valable que celle que pourrait produire une future pilule ou une expérience de réalité virtuelle parfaite? Il y a un siècle, ce débat n'existait même pas. Le bonheur était lié à la communauté, à la famille, au travail. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques et pharmaceutiques, la question de savoir ce qui est réel et ce qui est artificiel devient de plus en plus pertinente et complexe. Tout ce chaos est lié à notre condition humaine. Nous sommes des êtres qui aspirent au sens, mais nous vivons dans un univers qui, pour autant que nous le sachions, ne nous le fournit pas d'emblée. Nous devons le construire nous-mêmes.
Et le problème fondamental que cela génère pour nous en tant qu'espèce est que nous avons confondu la carte avec le territoire. Nous avons confondu la sensation de bonheur qui est temporaire avec le but de la vie, qui était quelque chose de beaucoup plus profond et durable. Comme tu le vois, la réalité est bien plus compliquée que « sois heureux et c'est tout ». C'est un champ de bataille d'idées, de contradictions et de questions qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Tu as survécu au chaos. C'est maintenant le moment de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Niveau 4, connaissance d'experts. Voici un concept que tu ne trouveras pas dans une recherche rapide. La différence entre désirer et apprécier. Ce sont deux systèmes cérébraux complètement différents. Le système du désir, propulsé par la dopamine, est celui qui nous fait désirer des choses, le nouveau portable, la promotion. Le système de l'appréciation, ou du plaisir, basé sur des opioïdes internes, est celui qui nous donne la sensation de plaisir et de satisfaction réelle. Le problème est que le système du désir est beaucoup plus bruyant et puissant. L'analogie est la suivante. Imagine que le désir est un âne avec une carotte attachée à un bâton devant lui. Il marche toujours vers la carotte, le désir, mais ne l'atteint jamais vraiment. L'arbre de l'appréciation, c'est quand tu le laisses enfin manger la carotte. Notre société a hypertrophié l'âne qui poursuit et a oublié l'importance de savourer la récompense. Parlons d'une figure clé, mais souvent oubliée dans ce domaine, le philosophe grec Épicure. Beaucoup de gens croient qu'il était un hédoniste, quelqu'un qui ne cherchait que le plaisir. Mais il fut un géant secret de la pensée. Il ne défendait pas une vie d'excès. Son idée du bonheur était l'ataraxie, un état de tranquillité et d'absence de perturbation, atteint grâce à l'amitié, la vie simple et la connaissance. Il nous a enseigné que l'absence de douleur est un plaisir plus stable que la recherche d'euphorie. Et cela nous amène à une théorie alternative ou rebelle, l'idée que le bonheur n'est pas l'objectif principal. Il y a des psychologues, comme l'Autrichien Viktor Frankl, qui proposent que la quête principale de l'être humain n'est pas le plaisir, mais le sens. Cette perspective change tout. Elle suggère qu'une vie avec un but clair, même si elle inclut souffrance et difficulté, est plus satisfaisante qu'une vie facile et plaisante, mais vide. Le bonheur, encore une fois, serait un sous-produit de la découverte et de la vie de ce sens. Maintenant, un détail contre-intuitif de la recherche. Une célèbre étude sur des gagnants de loterie et des personnes devenues paraplégiques après un accident a révélé quelque chose d'étonnant. Cela heurte notre intuition car, un an après les événements, les niveaux de bonheur des deux groupes étaient étonnamment similaires et proches de leur point de départ. Cela démontre le pouvoir de l'adaptation hédonique dont nous avons parlé plus tôt et à quel point notre cerveau est incroyablement bon pour normaliser le bien comme le mal. Et voici le détail final qui relie tout, le mot grec eudaimonia. Il est souvent traduit par bonheur, mais c'est une erreur. Il signifie littéralement avoir un bon esprit ou épanouissement humain. C'est le moment Eureka. Aristote et d'autres philosophes ne parlaient pas de se sentir bien, mais de bien vivre. De vivre une vie de vertu, d'excellence et de but. La sensation de bonheur était la conséquence d'être sur ce chemin d'épanouissement, pas le chemin lui-même. Ce niveau de détail nous donne une vision bien plus authentique et sincèrement plus utile. Il nous libère de la pression de nous sentir heureux tout le temps et nous invite à vivre une vie pleine et avec un sens. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oses-tu regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la dernière frontière. Spéculation et émerveillement. Pensons à l'avenir. La première idée spéculative est la félicité programmable. Que se passera-t-il lorsque la technologie nous permettra d'induire des états de bonheur à volonté par la neurostimulation ou des interfaces cerveau-ordinateur? Dans 100 ans, le débat pourrait ne pas porter sur la façon de trouver le bonheur, mais sur la saveur de bonheur que nous voulons pour aujourd'hui. Nous pourrions avoir un menu d'expérience émotionnelle. Voulons-nous la sérénité d'un moine ou l'euphorie d'un champion? Et plus important encore, qui contrôlera cette technologie? Et ici, la science se heurte à ses limites. Nous pouvons mesurer les corrélations cérébrales du bonheur, mais nous ne pouvons pas répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Quand la science demande ce qui est, la philosophie prend le relais et demande ce qui devrait être. La technologie nous donnera le pouvoir de ressentir n'importe quoi, mais la philosophie sera le seul guide pour décider ce qui vaut la peine d'être ressenti. Et cela a une implication vertigineuse. Si nous pouvons concevoir notre conscience, si nous pouvons éliminer la souffrance, serons-nous toujours humains? La souffrance, la lutte, le désir font partie de l'expérience qui a créé tout notre art, notre littérature, notre empathie. Ce sujet est lié à l'avenir même de l'humanité. Une espèce qui maîtrise son propre bien-être pourrait, en théorie, résoudre des conflits et coopérer à une échelle jamais vue. Ou au contraire, elle pourrait s'enfermer dans des bulles de plaisir artificielles, indifférentes aux problèmes réels du monde.
Comprendre le bonheur dans sa forme la plus profonde n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour naviguer dans l'avenir que nous sommes en train de créer. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être que le bonheur n'est pas du tout l'objectif. Peut-être que le but est l'intensité de l'expérience, la capacité de tout ressentir profondément, la joie et la tristesse, l'amour et la perte, le succès et l'échec. Peut-être qu'une vie épanouie n'est pas une vie perpétuellement heureuse, mais une vie émotionnellement riche et complète, une vie qui ne fuit aucune partie de l'expérience humaine. Pensez-y, notre descente est terminée. Nous avons voyagé de la surface ensoleillée aux profondeurs les plus sombres et étranges d'une idée que nous pensions connaître. Maintenant, prends une seconde. Contemple le panorama complet que nous avons découvert ensemble. Rappelle-toi qu'au début de la vidéo, nous avons parlé de l'idée simple et familière. Le bonheur est un choix, tu n'as qu'à penser positif. Maintenant, prépare-toi au contraste. Et à la fin de notre voyage, nous nous retrouvons face à la possibilité que l'objectif ne soit pas le bonheur, mais la plénitude de l'expérience humaine, et que la technologie future nous obligera à décider quelle partie de notre humanité, y compris la douleur, valent la peine d'être conservée. Nous sommes passés d'un conseil de développement personnel à un dilemme qui définit l'avenir de notre espèce. C'est l'incroyable transformation du savoir que nous venons de vivre. Quelle idée de tout ce voyage t'a le plus marqué? Quelle pensée est restée résonner dans ta tête? Je tiens à te remercier sincèrement pour ton temps, ta curiosité et de m'avoir accompagné dans cette descente si profonde. S'il te plaît, partage tes réflexions dans les commentaires. Ça me fascine de lire comment chaque esprit traite ses idées. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si tu as aimé ce voyage au cœur des choses, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations et partage cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait être époustouflé. Continue de questionner, continue d'explorer et ne cesse jamais de chercher la vérité derrière l'apparent. On se voit au prochain voyage. Alors, cherches-tu à être heureux ou cherches-tu à être vivant ?